Eh bien, samedi après-midi, nous sommes au Perpignan Game Show en compagnie de monsieur Yvan Ouest-Laurens. Ça Bonjour, va? oui, ça va, très bien. Ce salon, comment ça se passe? Au niveau météo, c'est un peu lourd. J'ai pas encore eu l'occasion de voir dans le salon, donc malheureusement, je peux pas en parler. Il fait un petit peu chaud là. On ne sait pas si on va prendre un orage ou. Je pense qu'il y aura un orage, mais c'est normal parce que depuis mon anniversaire, j'ai remarqué que j'étais pluvieux. Oui, forcément. Donc on te connaît maintenant sur les salons TGS depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, septembre à Pau. Donc des conférences, des actus sur un petit peu, pas mal de choses à raconter sur les bandes annonces. Faut-il voir les bandes annonces? Est-ce qu'il existe des bons remakes, etc. Ce genre de sujet. Comment c'est perçu par le public justement ce genre de petites anecdotes, de réactions, de réflexions sur les thèmes qui leur sont chers et connus? D'habitude, ça marche pas mal, très bien. Bon, j'ai eu un peu plus de personnes pour les conférences en décembre dernier au TGS. Oui. C'était autour de l'animation japonaise et surtout des films d'animation japonais des années 80. Là, j'avais fait salle pleine, mais j'avais quand même bien rempli la grande salle qui avait, que je dise pas de bêtises, au TGS Spring Break. Et là, c'était carrément pour parler de l'évolution du Faucon Millennium. Et j'étais très étonné d'avoir quand même autant de gens qui étaient venus pour ça. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des gens curieux qui sont là pour savoir ce que j'ai à dire sur tout ça, quoi. Alors on a une recrudescence de films, de séries, de supports, c'est un peu l'orgie même, enfin, c'est un peu, on n'a plus le choix, on a de l'embarras maintenant quand on veut passer une soirée. Est-ce que tu penses qu'on est chanceux ou est-ce que tu penses qu'on est vraiment dans un trop-plein et qu'il faut être doué de ruse pour arriver à extraire les pépites de tout ça? Les deux, mon capitaine. Ah, les deux. Il y en a à la fois trop si on ne connaît pas, et finalement beaucoup de choix à proposer, aussi bien aux personnes qui ne connaissent pas que les personnes qui connaissent. Donc même moi, j'arrive à redécouvrir des séries, par exemple Star Trek au hasard, j'arrive à redécouvrir les séries classiques en remasterisé. Oui. Voilà, sur Netflix, c'est proposé quand même à grande qualité, quasi Blu-ray, voire plus. Oui. Voilà, c'est juste fantastique de revoir les séries comme ça avec des détails de fou. Le générique de début de Next Generation, par exemple, on voit carrément les petits personnages qui se baladent dans les coursives de l'Enterprise dans le générique. Quand ils passent en warp, on voit les gens qui passent par là. Moi du temps de la cassette vidéo, même en PAL originale, je voyais granulé, pas. Ouais, voilà. On passe en 1080p alors qu'avant j'avais peut-être du 200 lignes par pouce sur une vieille télé. Donc voilà. On n'affiche pas encore en 4K. Ça devrait pas tarder, mais je ne sais pas si on devrait le souhaiter, parce que le changement de format et surtout le changement de qualité d'image a quand même beaucoup changé les choses au niveau aussi bien des films que des séries. Oui. Là, je pense immédiatement à Stargate, par exemple. Ça a permis d'avoir un format d'image un petit peu plus allongé à la cinémascope, on va dire, même si c'est pas le bon format. Mais surtout, on voyait trop les défauts. Mais ça, c'est une autre évolution de l'image et de la façon de travailler la mise en scène, de travailler avec des caméras. Donc ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est quelque chose qui mériterait des conférences, de parler de matériel utilisé sur les lieux de tournage, expliquer pourquoi certains plans semblent un peu figés ou d'autres fois qui font des trucs sur caméra, sur l'épaule, etc. Il y a des choses vraiment passionnantes à dire là-dessus. Mais pour l'essentiel, il faut quand même bien reconnaître que ces derniers temps, qu'est-ce qu'on a? On a quand même des séries légendaires qui sont faites avec la qualité de films, j'allais dire hollywoodiens, alors que c'est pas d'Hollywood du tout. Je pense immédiatement à Game of Thrones, évidemment, mais dernièrement, Star Trek Discovery, c'est un bon exemple. Il y a des tas de séries comme ça qui sont d'une qualité de fou. En fait, c'est bien simple. J'ai l'impression qu'on a la qualité cinéma à la télévision, si tant est qu'on regarde encore la télé. Moi personnellement, c'est par le biais du net que je vois des séries, notamment sur Netflix ou Amazon là. Mais on a la qualité cinéma sur petit écran, et maintenant on a une logique de séries télé au cinéma. Pour moi, les films Marvel, par exemple, c'est des épisodes. Oui, c'est des ans de production qui amènent vers une conclusion. Il y a 2-3 films Marvel par an. On voit les trucs qui suivent. Voilà, c'est du feuilleton. Hein. Voilà. Donc, c'est assez amusant de voir l'évolution des genres, l'évolution de la consommation
aussi bien du cinéma que des séries télé. Et puis pour des supports, sans vraiment vouloir faire de la pub, mais encore une fois, il y a un catalogue très fourni avec Netflix qui permet quand même de faire découvrir énormément de grands classiques comme de choses récentes au public. Des choses mauvaises, quoi. Voilà. Et moi, si on ne fait pas attention, on peut tomber sur des productions somme toute très moyennes, qui se finissent pas. Je dirais que c'est pas plus mal parce que moi, ce que je déteste, par exemple, c'est les gens qui donnent un avis sur quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Oui. Si quelqu'un me donne un avis qui est contraire au mien, mais qui a vu la même chose que moi, ça passe. Ça passe crème parce que tout simplement c'est un avis différent, mais c'est basé sur quelque chose qui a été vu. Oui. Voilà, c'est pas je fantasme sur un truc, je sais pas. L'animation japonaise, il paraît que c'est que de la violence et du sexe. Qu'est-ce que t'en sais? T'en as vu? Non, trop dégueulasse, ça me donne pas envie. Non, vois d'abord, et puis après on en discute. Miyazaki, après on en reparle. Oui, voilà, ouais. Ou d'autres, Voilà. De toute façon, voilà, au moins c'est disponible, et en plus c'est disponible non seulement en version française doublée, parfois de qualité, mais surtout en version originale sous-titrée. Ouais. Donc on peut même enlever les sous-titres, c'est génial. Moi j'ai amélioré mon anglais grâce à Star Trek il y a plus de 20 ans, et avant ça avec les comics et tout, parce que j'avais pas le choix, c'était ça ou rien. Ça marche mieux quand on dit qu'il faut passer en hyperespace quand c'est en anglais, je sais pas. Mais oui, je vois très bien l'idée en fait. C'est pas la fin des chaînes hertziennes, tout ça là, Netflix, Amazon. Déjà Disney. Ils vont nous éliminer France 4. Ah oui, alors ça donc, c'est oui. Doctor Who, faudra passer par un autre channel, si j'ose dire. Oui. Ça c'est un peu gênant, mais cette consommation à la demande là, un ami relativement connu des spécialistes des séries télé, Alain Carazé, me confiait sur mon mur sur Facebook et à d'autres personnes et il a raison, ça prouve tout simplement que les jeunes générations ont quitté la télévision. Et que maintenant la télévision c'est fait pour, et c'est méchant de le dire, la ménagère de moins de 70 ans. Oui. Et parce que c'est plus que les vieilles générations qui continuent à regarder la télé. Ouais. Et voilà, faut en tirer des conclusions. Maintenant, un certain nombre de chiffres tendent à prouver que d'autres chaînes auraient pu disparaître plutôt que France 4, mais c'est simplement plutôt qu'il y a prévu, mais ouais, ça s'est pas fait. Disons que ça faisait un petit bout de temps que ça traînait, cette histoire-là, et moi je le regrette parce que c'était quand même les rares à avoir osé passer non seulement du Doctor Who, mais en plus de passer aussi l'Attaque des Titans. Et puis tant d'autres choix qui me rappellent il y a 15-20 ans les choix audacieux de Canal+, de passer du Cowboy Bebop, du Full Metal Alchemist, du Evangelion, etc. Donc voilà, c'est de toute manière, même moi je ne regarde plus la télé, donc je ne vais pas m'amuser à dire que je regrette qu'il n'y ait plus de chaînes télévision. Voilà. C'est dommageable pour le grand public, mais moi-même je suis passé à autre chose. Ça faisait quand même super longtemps qu'on n'avait pas perdu une chaîne hertzienne comme celle-là. Enfin, elle n'est pas hertzienne. Mais... Enfin, je veux dire, une chaîne importante. Mais disons qui fait partie du il l'enlève en fait de ce qu'il propose sur la TNT. Enfin, j'appelle ça les chaînes hertziennes, en fait, c'est les chaînes historiques. Quoi. Oui. Tout ce qui est France Télévisions, on n'avait pas perdu une chaîne depuis la 5, quoi. Enfin, il me semble que Est-ce que c'est pas le signal justement d'un changement, clairement, même si c'est budgétisé, même s'il y a quelque chose qui est derrière tout ça, qui est autre. Est-ce qu'on peut pas se dire que s'il y en a une qui commence à tomber, on parlera pas de No Life parce que là c'était carrément autre chose, mais est-ce que justement on n'est pas au carrefour d'un phénomène qui va aller en s'agrandissant? De toute manière, une chose est sûre, c'est que ce que nous souhaitons voir, ça ne passera pas par les chaînes de la TNT, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est juste dommageable dans le sens où, par contre, dans l'esprit du grand public, tout passe par là. C'était comme les objets, les produits dérivés qui se vendaient mieux quand, dans les années 70-80, il y a écrit « vu à la télé ». Voilà, ça c'était important. Mais ça... En fait, c'est pas tant la mort d'un média, c'est l'évolution d'un média vers un autre support. Oui, ça évolue vers autre chose. Donc, je pense que de toute manière, moi, je passe par Netflix pour voir mes séries de science-fiction actuellement.
d'autres trucs sympas comme Maître du Haut-Château sur Amazon. Mais voilà, je ne passerai plus du tout par la télévision française pour attendre quoi que ce soit. Déjà, ça arrivera trop tard. Mais en plus de ça, la plupart du temps, dans le désordre, dans le désordre. Et là aussi, il y aura un grand débat. Non, mais c'est parce que c'est dans l'ordre, mais une fois par semaine. Person of Interest, c'était dans le désordre. Hein. C'était assez incroyable d'ailleurs. Et parfois, TF1, avec trop d'épisodes. Mais cela dit, on s'en plaignait pas quand c'était les soirées Buffy. Hein. Ouais. Et c'était il y a plus de 15 ans. Il y avait un fil conducteur, mais dans la mesure où il ne mélangeait pas les saisons, ça allait. Ça suivait. Mais ça suivait les saisons, mais bon, voilà quoi. C'est une façon différente de consommer les choses, et puis c'est pas pire avec ce qu'on a sur Netflix actuellement, où certaines séries vraiment originales Netflix sont disponibles avec plus de 10 épisodes d'un coup. Je pense notamment aux séries Marvel avec Daredevil, cette espèce d'horreur qui est Iron Fist, Jessica Jones et Luke Cage, ou Defenders qui était mauvais, mais à cause d'Iron Fist. Voilà, on va tout lui mettre sur le dos. Voilà, trop de choses d'un coup. Mais bon, c'est aux gens de se discipliner. De trier. Pas de trier, mais de se discipliner. C'est-à-dire que rien n'oblige à voir tout d'un coup. Voir tout d'un coup, ouais. On peut très bien se dire, ok, je regarde ça ce soir, et puis ça peut-être demain ou la semaine prochaine. Voilà, c'est aux gens de se discipliner. En fait, ils ont accès à plein de plats différents de partout. C'est plein de couleurs, c'est plein de saveurs, mais il va falloir qu'ils fassent un choix. Ils ne peuvent pas manger à la fois américain, indien, oriental, africain ou je ne sais quoi. Il faut qu'ils fassent un choix, parce que sinon, trop de saveurs, trop de bonnes choses vont faire qu'ils ne vont pas pouvoir les apprécier. Mais je pense que les gens ont fini par avoir un certain équilibre, si ce n'est une forme de discipline. Parce que de toute façon, entre ce qui est proposé sur les chaînes de streaming légales ou au cinéma, c'est vrai qu'on est super sollicité de partout. On a limite trop d'actualité. Des appels du pied dans tous les sens. Voilà. Donc, des envies, des attentes pour 2018-2019, quelques séries qui sont à ne pas rater ou qui pourraient marquer le début de grandes soirées devant la télévision pour tout le monde. Moi, très clairement, j'ai hâte de voir la suite de Star Trek Discovery, qui a été une très bonne surprise dans un univers qui est très clairement emprunté au nouveau film et à comment dirais-je, la nouvelle version de Star Trek à la J.J. Abrams. Donc, comme quoi ça peut finalement marcher quand c'est intelligent. Sinon, pour le reste, il y a tellement de choses à voir au cinéma. Actuellement, Solo qui est sorti, grosse déception pour pas mal de gens, mais moi j'ai pas trouvé ça si mal, c'est juste que c'était trop sombre. Trop sombre visuellement, tu parles, ou trop sombre dans l'histoire? Non, trop sombre dans l'image. Voilà. La photographie était un petit peu trop sombre. C'est beaucoup trop sombre, on voit rien. La lumière est très mal gérée, mais bon, c'est encore autre chose. Sinon, il y a Brad Bird. Ça reste le vaisseau spatial quand même, ça reste le Faucon Millennium. Il a une très belle part dans l'histoire. Hein. Donc ça, c'est génial, forcément. On en sait plus on a vu le même truc, voilà. Mais sinon, je suis bien content de voir que Brad Bird a récupéré son bébé Incredibles, à savoir Les Indestructibles, et de voir le deuxième, ça va être cool. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont ressorti le Géant de Fer, les gens ont pu enfin le découvrir correctement sur grand écran, ça c'est cool aussi. Il faut rappeler que le film date de 99, c'est un des rares films d'animation à l'époque à avoir géré correctement et l'image 3D et l'image cellulo à plat, en 2D comme on pourrait dire de base. Donc ça c'est cool aussi. Non, franchement, moi en ce moment je suis content de pouvoir prétexter des anniversaires ou des événements pour amener les gens à revenir en arrière sur des choses qu'ils connaissent sans le savoir. Par exemple, au dernier événement à Montpellier, j'ai fait un hommage à Isao Takahata parce que malheureusement, ce grand réalisateur japonais nous a quittés en début avril dernier et il me semblait important d'en parler. Bon, il n'y avait pas grand monde, mais ça a permis de rappeler ce qu'il avait fait, notamment à Heidi. Tout le monde a vu Heidi, mais personne ne savait que c'était Isao Takahata qui l'a fait, Donc il y a plein de choses comme ça qui permettent, j'allais dire par le petit trou de la lorgnette, d'ouvrir la porte sur tout un tas de sujets, sur tout un tas de connaissances
à partager. Voilà. Moi, je suis là pour partager non seulement mon expérience, mais mes connaissances par des petites anecdotes, par des choses pour dire faites le lien avec ça, ça et ça, pas seulement le réalisateur, pas seulement l'acteur, ça peut être un sujet, ça peut être un vaisseau spatial, ça peut être ceux qui ont travaillé sur les effets spéciaux. Moi, je suis un gars de la génération très clairement Mad Movies et écran fantastique, et voilà, les effets spéciaux, le maquillage, voilà, ça me parle, ça me semble évident, et Bob Rotin ou quoi que ce soit, voilà, pour moi c'est des maîtres. Phil Tippett, grand animateur et responsable des effets spéciaux sur les Gardes étoiles, sur Robocop, sur Starship Trooper, sur le Dragon du lac de feu, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et d'ailleurs, très vieux Disney, ça d'ailleurs. Très vieux Disney, mais on a l'acteur qui joue Palpatine qui se fait d'ailleurs brûler au 28e degré. Faut pas spoiler, mais je vais en parler demain, dimanche, justement, pour une conférence autour de l'épopée des films d'Heroic Fantasy, parce que beaucoup de gens se limitent au Seigneur des Anneaux. Et moi, j'ai envie de faire découvrir qu'avant, dans les années 70, 80, 90, il y a eu des films. Il y a pas eu très Conan, connu parfois il y a eu Calidor, il y a eu Krull. On dit Krull ou Krull? C'est une bonne question, je me rappelle plus, j'ai pas osé le revoir parce que ça a été une grande déception pour moi en 84-85 pour ce film-là. Mais oui, il faut reparler de Willow. De l'histoire sans fin. L'histoire sans fin, tout à fait. Quoique c'est pas Dark vraiment Crystal, de l'héroïque peut-être, fantasy. Dark Crystal, tout à fait. Et puis des films d'animation, les premiers essais autour du Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi. Willow de Ron Howard d'ailleurs, puisqu'on parle de la dernière licorne. Qui a été aussi fait parce que il y avait une histoire d'adaptation du Seigneur des Anneaux, mais quand ils ont vu que c'était, ils en peuvent plus, ils ont dit on va faire un truc plus léger. Et est né Willow justement. C'est George Lucas qui voulait faire ça, donc hop là. Boum. Non, on va commencer à parler de trucs super passionnés là, en fait. Hein. Ça y est, on est parti. Mais voilà, c'est simplement par ce genre de sujets qui peuvent passer pour triviaux, c'est réveiller. Des souvenirs, réveiller une envie d'en savoir plus. Je suis pas là pour dire je suis le spécialiste ultime. Je suis là pour dire intéressez-vous à ceci, à cela. Je vais vous montrer ça et puis ça va faire le tour dans les neurones, dans le cerveau. Et moi j'aime bien ça. C'est des déclics. Voilà. Et c'est ce que je propose de toute façon, que ce soit dans mes articles, dans les conférences, mes maquettes. On a une passion en commun. On collectionne les bouts de plastoc qui ont des formes de vaisseaux spatiaux. Alors a priori toi tu les mets carrément avec des lumières, etc. Moi je n'ai pas encore ce truc. Mais la dernière acquisition c'était le Battlestar Pegasus. Ça vient d'où cette envie des maquettes justement Ça sera la dernière question. Alors c'est très simple, c'est que quand j'étais très jeune, en 79, j'avais 9 ans, avec mon grand cousin, je suis allé au premier salon de la maquette à Paris qui était au CNIT, en fait, à la Défense. Et j'ai vu une boutique qui vendait la soucoupe volante des envahisseurs. Je voulais absolument cette soucoupe. Le problème, c'est qu'ils exposaient la boîte, mais la maquette n'était pas dedans. Et j'étais très malheureux. Et ils m'ont vendu une autre maquette que m'a acheté mon grand cousin, gloire à lui. Mais malheureusement, c'était la navette de 2001, l'Odyssée de l'espace, l'Orion ou un 144 de Airfix. Encore là. C'est pas la navette, on ne parle pas de la station spatiale. Non, la navette. C'est vraiment la navette, celle qui va dans la. Voilà. Oui, d'accord. Et ça a commencé comme ça. Et des jouets existent, mais à l'époque, des fois, il y a des trucs qui n'existaient qu'en maquette. Même si, par exemple, pour Cosmos 99, on avait à la fois le jouet chez Dinky Toys et la maquette toujours chez Airfix. Mais bien évidemment, la Guerre des Étoiles est passée par là. J'ai eu des maquettes encore chez Airfix. J'ai eu des maquettes de robots aussi en 1985 avec les collections Robotech chez Revell. Enfin, tout ça, je l'explique sur ma chaîne YouTube. Il y a quand même une grosse problématique pour certains dessins animés japonais. Ulysse 31, Capitaine Flamme. On n'a pas vraiment de maquettes, on a des jouets. On a des jouets, on n'a pas eu de maquettes. Mais c'est pas grave parce que moi je me les fabrique. Tu arrives à te fabriquer la comète du Capitaine Flamme? C'est en cours. C'est pas encore fait, mais je me suis déjà fait le trident d'Ulysse 31. J'ai mon ami Alexis Talone qui m'a envoyé une version résine de la navette tripartite rouge d'Ulysse 31 qu'il avait fait pour Cartoonist il y a des années. Il n'en existe que 10 exemplaires. Et voilà, ce que je n'arrive pas à avoir dans le commerce, de toute façon maintenant je me la fabrique. Oui. Donc, avec de la récup. Avec de la récupération. Voilà, par exemple, je me suis fait un Dart Wraith de Stargate Atlantis.
puisqu'on a un acteur de Stargate notamment qui est là. J'aurais dû lui amener d'ailleurs, mais j'ai un Dart Rave de Stargate Atlantis que j'ai fait entièrement en couvert plastique. Parce que je trouvais que le cockpit ressemblait à une cuillère. On va suivre, je pense, tout ça avec le plus grand intérêt. Faites de la récup. Il y a beaucoup de choses passionnées là, qui vont émerger de tout ça, j'ai l'impression. Je pense que j'ai mis le pied dans un grand piège là. Non mais en fait, voilà, on va s'arrêter là parce qu'on va vraiment partir dans plein de directions. Il y a beaucoup de choses dont on aimerait discuter. Ça sera l'occasion, je pense, de te On va y aller petit à petit. On aura l'occasion de toute façon d'en discuter. Il y a plein de choses. On sera là pour les 2 conférences que tu vas donner au Perpignan Game Show. Et on sera là à Lyon également. Donc l'occasion de suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. Et j'espère vous réserver quelques belles surprises aussi pour décembre prochain. Hein, voilà. Il y a des choses à faire, aussi bien en conférence, en exposition. Ça va être sympa. On te remercie d'avoir répondu à notre appel. Merci. Et à très vite. À très vite pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci. Ciao, à la prochaine fois.